Samir. Salut Julien, salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur où on te vient avec un tout nouveau sujet. Alors Julien, de quoi on va parler aujourd'hui? Nous allons parler des 3 états du moi. C'est quoi ce truc? Et bah, ce truc, ça nous vient tout droit de l'analyse transactionnelle. Alors, on va pas faire un cours d'analyse transactionnelle ici, Hmm. mais c'est pour amener à des points, en fait, qui pourront t'aider, toi qui nous écoutes, à mieux comprendre comment l'individu, l'être humain, interagit avec les autres. Et quand on parle d'analyse transactionnelle, c'est parce qu'en fait, on fait une analyse des transactions qui se produisent entre les individus. Et par transaction, il y a échange, communication, discours, attitude, comportement. Il y a plein de choses qui rentrent dans le cadre de la transaction, justement. Mhm. Et là, on va du coup parler bien, des états du moi. Alors, Samir, est-ce que tu veux peut-être annoncer un peu plus de choses, qui l'a Ouais. inventé, d'où est-ce que ça vient? Alors en fait, l'analyse transactionnelle, ça nous vient de Eric Berne, qui est un psychanalyste et qui, en quelque sorte, lorsqu'il a développé l'analyse transactionnelle, considérait que c'était une sorte de simplification de la psychanalyse. Et au Mhm. fur et à mesure du temps, en fait, elle a été complétée par d'autres personnes. Et alors, l'analyse transactionnelle, elle peut servir pour soi, mais elle peut aussi servir Tout pour à fait. du coaching, de l'accompagnement, de la thérapie, etc. Donc là, aujourd'hui, en fait, on va surtout te parler des 3 états du moi, d'apprendre au moins à les reconnaître et de pouvoir poser des actions lorsqu'on est dans l'un ou l'autre pour améliorer sa communication avec les autres et ses relations. Exact. Et il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte justement dans tout ça. C'est que le but de ce qu'on fait ici dans ce podcast, dans cet épisode, c'est encore une fois, le but n'est pas de donner un cours là-dessus, parce que ce serait trop Mmh. complexe, ça tiendra pas C'est ça. dans un podcast, mais c'est de pouvoir mieux te comprendre toi sur comment est-ce que tu te positionnes et qu'est-ce qu'on amène. Alors, on est ici sur les 3 états du moi. On va peut-être annoncer, bah, c'est quoi ces 3 états-là? Ouais. Et Je dirais puis, même mmh que peut-être on pourrait annoncer, une des bases, avant les 3 états du moi, c'est les besoins vitaux des êtres humains. C'est-à-dire qu'avant même, Ouais, on peut aller là, ouais. ouais, justement avant même de parler de 3 états du moi, il faut savoir que en analyse transactionnelle, on parle beaucoup de reconnaissance. On parle de strokes, en Mmh gros, qui peut signifier 2 choses, caresse ou coup et en gros, l'être humain, de base, a besoin de signes de reconnaissance. Il a besoin d'être reconnu pour se sentir exister. À partir du moment où l'être humain ne se sent pas exister parce qu'il n'a pas ces signes de reconnaissance, ben, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Il se laisse mourir, en quelque sorte. Tout à fait, ouais. Et quand on parle de signes de reconnaissance, il faut savoir qu'ils peuvent être négatifs ou positifs. Un enfant qui a été battu toute son enfance, il a reçu des signes de reconnaissance négatifs, d'accord? On garde bien à l'esprit Oui, que c'est pas quelque tout chose à de fait. positif, mais Non, pour carrément. intérieurement ou inconsciemment dans l'esprit, le fait d'avoir été battu, c'est comme s'il avait existé parce qu'il a eu ce signe de reconnaissance négatif. Ça va l'aider à, en quelque sorte, se construire et vivre plutôt, peut-être pas se construire, mais vivre, mais derrière, effectivement, ça va occasionner des choses négatives. Donc ça, c'est important à garder justement dans l'esprit parce que ça va introduire les 2 notions, c'est que chaque état du moi a un état positif et un état négatif. Et cet état positif et négatif, bah, ça va être dans l'état positif, ça va être des signes de reconnaissance positifs. Dans l'état négatif, ça va être des signes de reconnaissance négatifs qu'on va donner aux autres. Ouais. Et ouais, peut-être, Julien, une fois, tu avais une Mmh étude qui avait été réalisée dans un orphelinat, quelque chose qui nous vient d'un orphelinat où Oui, des oui, enfants. oui, oui, bah, Ouais, ouais, c'était une étude, horrible. Une ouais, étude horrible. scientifique horrible parce que, bah, des enfants sont morts à travers cette étude-là. Mais, ce qui a été démontré, c'est que si un enfant qui vient au monde dans ses premières journées, dans ses premières heures et ses premières semaines de vie, s'il n'y a aucun contact avec un autre être humain, qu'il y a vraiment aucun contact qui est donné à cet enfant-là, alors l'enfant va se laisser mourir. Même s'il est dans un Mm. environnement où il y a la bonne température, il a à manger, il a à boire, il peut respirer, l'enfant va se laisser mourir, ni plus ni Ouais. moins. Parce qu'il n'a pas ce signe de reconnaissance, il n'a pas le signe que, ok, il y a quelque chose qui est en train de prendre soin de moi, d'être autour de moi, de me montrer que j'existe et que, bah, tu sais, je complexifie un peu la chose là, mais qu'à Ouais. ce moment-là, je suis important, que j'ai de l'importance. Mm.
Les signes de reconnaissance sont très importants et du coup, tu sais bien que tu l'amènes à ce niveau-là. Donc oui, en analyse transactionnelle, on parle des strokes et pas à confondre avec, strike, en anglais qui est, faire faire une manifestation, une grève, je Ouais, crois, c'est si je ça, me trompe pas c'est grave. et c'est vraiment le lien de contact. C'est le premier type de transaction, de toute façon, qu'on vit. Ouais, Ces signes de reconnaissance et comme tu l'as dit Samir, ça peut être bon ou pas bon. Ça peut être direct ou indirect. Ça peut être, des signes physiques, ça peut être des signes, non verbaux, ça peut être des signes verbaux, ça peut être à l'écrit. Il y a c'est ça. plein, 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 plein de façons de donner des signes de reconnaissance et ça, bah, ça va influencer beaucoup comment est-ce qu'on va grandir et justement dans cette idée de comment on va grandir et quel adulte on va devenir plus tard, il y a cette fameuse notion des 3 états du moi. Alors 3, c'est très réducteur parce qu'il y en a plus que 3, mais il y a 3 classes. C'est que nous avons toutes et tous été des enfants, sans Mmh. exception. C'est notre point de départ, on a tous été enfants. Fait que déjà, on a ce premier état du moi qu'on connaît, l'état d'enfant. Étant enfant, on a tous été en contact et en lien avec des adultes. Donc on a le deuxième état du moi qui est adulte. Et en tant qu'enfant, on a tous eu des parents de sang, des parents de substitution ou des modèles de parents, quels qu'ils soient, qu'ils aient été bons ou pas bons, mais on a tous eu des parents et des personnes qui représentaient cette posture-là. Ça, c'est les 3 états du moi et dans ces états du moi, il y a d'autres états qui rentrent en ligne de compte et en fait, on pourra même faire le lien avec le triangle de Karpman sur les difficultés relationnelles, sur Ouais. l'origine des conflits, parce que Mmh. ces 3 postures-là sont en lien. Ouais. Fait que si on prend, hem, peut-être la première posture, le premier état du moi, c'est être un enfant. C'est par ça qu'on commence. On est un enfant. Fait qu'en étant enfant, il y a plusieurs possibilités. Soit on est ce qu'on appelle un enfant soumis, adapté, c'est-à-dire qu'on va se soumettre à l'autorité, on va se soumettre aux règles et on va s'adapter à notre environnement. Soit on va être un enfant rebelle, et là, on va se mettre en totale opposition et on va vouloir comme prendre le contrôle, puis dire: «Ben non, moi je suis indépendant, je fais ça comme je veux, puis les règles me plaisent pas». En polarité. En polarité, exactement. Soit on va être un enfant libre, et dans ce cas-là, bah, si j'ai envie de courir tout nu, le soir de Noël autour de la table, je cours tout nu autour de la table, puis je m'en fous des règles, mais pas parce que je veux pas me soumettre, ni parce que je suis rebelle, c'est juste parce que j'ai envie de faire les choses comme j'ai envie. Mmh. Un enfant libre, si tu lui donnes un truc à manger puis que ça lui plaît pas, il va te dire: «Ah, c'est pas bon, c'est dégueulasse, j'aime pas ça, je veux pas le manger». Mmh. Un enfant rebelle, il va dire: «Non, je veux pas de ton plat, je toucherai pas, que ce soit bon ou que ce soit pas bon». Fait qu'il y a pas de notion de j'exprime librement ce que je ressens, c'est plus de la rébellion, alors que dans le côté libre, c'est j'exprime librement ce qui se passe. Et puis on va en avoir un quatrième qui est, moins souvent évoqué, mais qui est quand même présent, c'est l'enfant créatif. L'enfant créatif, lui, il est comme dans sa pensée, puis dans son monde, donc il est plus ou moins adapté, c'est-à-dire qu'il suit, plus ou moins les règles, il écoute ce qu'on lui dit, on le pose quelque part, il reste assis, puis il bouge plus, mais c'est parce qu'il est dans la lune, il est dans ses pensées Ouais. et on a tous en nous ces versions-là qui existent, mais on a tous aussi peut-être une préférence à être dans cette posture d'enfant quand les choses ne se déroulent pas comme nous voulons et du Mmh. coup, si on fait le lien avec, le triangle de Karpman, Samir, l'enfant Bah, c avec le triangle de Karpman, l'enfant, c'est la victime. mmh L'enfant, c'est la victime exact, et justement, par rapport à l'enfant adapté, en fait, il peut y avoir 2 types de comportements. Il peut y avoir l'adapté, en gros positif, dans le sens où les il y a des règles qui sont définies, il considère que ce tout sont des à fait. règles vraies, réelles, qui ont du Mmh sens. Donc il va suivre les règles, c'est correct. complètement. Mais il peut avoir aussi l'enfant négatif plutôt, l'enfant adapté négatif, qui lui, bah, en fait, il va s'adapter à toutes les situations, même s'il est pas d'accord, il va dire oui. Mmh, Mais du coup, ouais, pour revenir au triangle de Cartman, bah, oui, ça va être la victime qui va, bah, tout le temps se plaindre, qui va, essayer d'avoir de l'attention, justement. «C'est pas de ma faute, venez, à mon secours, aidez-moi» et cetera. exact et cette posture-là,
d'enfant, tu as évoqué l'aspect victime, mais Mmh. ça peut aussi devenir un persécuteur. Oui, le rebelle, par exemple. Le rebelle, Ouais, exactement. l'enfant rebelle qui va taper des pieds dans le magasin, qui va se mettre à crier, qui va se rouler par terre, qui va renverser les choses, qui va taper sur les gens, qui va Mmh. forcer par son attitude à ce que on cède ou à ce qu'on accepte certaines choses. Et du Mmh. coup, là, ça devient un persécuteur. Donc, la posture d'enfant, elle est comme double. Mais tu vois, j'ai Elle même peut envie de même dire que être troisième. c'est ça, elle peut même Ouais. devenir sauveur, sauveteur, parce que tu as certains enfants qui vont être responsabilisés beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeunes Mmh. par rapport peut-être à leurs frères et sœurs, voire Ouais. même parfois à leurs propres parents, où malheureusement, c'est pas rare d'entendre des adultes aujourd'hui qui disent: «Bah, moi, quand j'avais 5 ans là, c'est moi qui devais faire à manger à la maison parce que mes parents étaient pas capables de le faire. Exact. C'est moi qui ai dû m'occuper de mes parents». Alors que Mmh. j'avais 5 ans, que j'avais 10 ans. C'est moi qui ai dû prendre en charge le fonctionnement de la maison, prendre le courrier, répondre au téléphone, m'assurer que les médicaments étaient pris, d'aller, vérifier les courses, de faire le ménage. Fait que c'est vraiment important de comprendre que cette posture d'enfant est pas juste bloquée, elle peut vraiment se mettre dans les 3 parties, mais on en parle plus souvent en posture de victime, voire de persécuteur en cas de rébellion, mais ça peut aussi être, sauveteur dans une certaine mesure. Fait que la deuxième partie, on peut peut-être prendre les parents du coup, parce que Ouais. l'adulte, c'est ce vers quoi on veut tendre. Les parents, ici, on est dans des archétypes, d'accord? On met pas une définition fermée sur le modèle de l'homme ou de la femme, du père, de la mère, de c'est quoi les rôles qu'il faut prendre, heu, parce que ça évolue, puis c'est très bien que ça évolue, mais on est dans des archétypes et l'archétype, c'est juste un symbole. Dans cet archétype, on a ce qu'on appelle le parent nourricier, qui est représenté par l'image de la mère. C'est une posture de je prends soin d'eux, je m'occupe d'eux, je soutiens, je nourris. Et ça peut être positif comme négatif. Puis on va Mmh. peut-être en parler, tu vas peut-être en parler du coup Mmh. juste après, Samir. Et puis de l'autre côté, on a le deuxième archétype qui est l'archétype du père, qui est ce qu'on appelle le parent normatif. Mmh. Et le parent normatif, lui, il donne les règles, il pose le cadre, il punit, il montre, il réprimande, il donne vraiment ce cadre, il donne les normes. Mmh. Et encore une fois, c'est un archétype. Fait que ça peut très bien être la mère qui joue ce rôle-là et puis le père, le rôle du nourricier. C'est tout à fait possible. Ouais, Et totalement. parent solo va avoir les 2 rôles aussi à prendre. Exact. Et bah, du coup, effectivement, le parent normatif et nourricier va avoir son côté positif et négatif, dans le sens où, par exemple, le normatif, celui qui pose les règles, son côté positif, on pourrait aussi l'appeler protecteur, on pourrait dire ça, qui, lui, il va fixer des limites et des règles justes. Par exemple, un parent, si il voit son enfant s'approcher du feu, il va lui dire ne touche pas, ne mets pas ta main dans le feu, parce qu'il sait très très bien que ça va être dangereux pour lui. Tout à fait. Donc c'est tout à fait normal de poser des règles positives. Mais par contre, si jamais il passe dans son côté négatif, persécuteur, lui, ça va être plus de la culpabilisation, de la critique Ouais, ou du reproche. Ça va être tout le temps des règles exact. négatives où ça va être, «Tu nul, t'es pas intelligent, pourquoi tu fais ça?» Donc ça va être tout le temps ça, en fait, ça va être un persécuteur. Pour ce qui est du nourricier, lui, bah, pareil, il y a un aspect positif, un aspect, négatif. Le nourricier, il peut être permissif, donc il donne la permission, il va accompagner son enfant. C'est, il va responsabiliser même peut-être à son enfant. Papa, est-ce que je peux faire ceci? Maman, est-ce que je peux faire cela? Bah oui, tu peux. Tu es capable de le faire. Montre-moi que tu peux le faire. Donc ça va être beaucoup plus un parent qui va accompagner, qui va nourrir, qui va prendre Mmh. soin. Ouais, Par contre, l'autre, le négatif, lui, ça va être un sauveur. C'est celui qui va agir à la place de l'autre, qui va déresponsabiliser bah, ses enfants ou les autres, parce que on parle de parents et d'enfants, hein, mais même moi, adulte, je peux me mettre dans une posture d'enfant. Si j'ai quelqu'un en face de moi qui vient et qui me dit, bah écoute, je vais faire les choses à ta place et que je lui accorde, je me mets en adapté ou en soumis et je dis bah ok, bah il va faire les choses à ma place. Et ça va pas m'aider. Ça va pas m'aider, puis en plus, si jamais il fait complètement. mal les choses, qu'est-ce qui va se passer? Bah, peut-être que je vais Il va passer en finir vouloir. persécuteur en lui disant: «Pourquoi tu as fait ça?» Mmh. Ouais, complètement. Donc ça, Donc c'est les postures de parents. ouais,
et parce que on a déjà ces modèles-là, ces archétypes-là en tête, on les connaît, fait que Mmh. ça veut dire aussi que nous, on est en mesure de faire ça. Totalement. Tu sais, ce bon ami ou cette bonne amie qui est tout le temps en train de vouloir t'aider pour un oui ou pour un non, puis de faire les choses à ta place, c'est un parent nourricier. Puis l'autre personne, peut-être ton collègue de travail ou ta patronne ou peu importe là, qui te critique et qui te dit: «Ouais, tu devrais pas faire ça comme ça, tu devrais t'y prendre de cette manière», puis ça marche pas. C'est un parent normatif dans toute sa splendeur aussi. Donc on on croise vraiment le ces états du moi ne sont pas en lien avec le rôle qu'on joue dans notre vie à ce moment-là. Ouais. Parce qu'on sera toujours l'enfant de quelqu'un, on pourra potentiellement être le parent de quelqu'un, mais les états du moi sont présents en nous, peu importe le rôle qu'on peut jouer de toute façon. Mmh Fait mh. que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de le voir que on va jouer ces rôles-là et on peut aussi en sortir pour éviter justement d'aller dans la mauvaise direction. Fait que c'est quoi, du coup, Samir, peut-être si tu veux, présenter celui-là? Ouais. C'est quoi le l'état du moi idéal vers lequel on veut tendre? L'état du moi idéal vers lequel on veut tendre, c'est l'adulte. Et Mmh. l'adulte, c'est pareil, hein, il a des côtés positifs et négatifs. Et il y a Tout à fait. l'adulte, en gros, insensible, celui qui est froid, sans émotion. Il faut savoir que l'adulte, c'est quelqu'un qui est très analytique, très rationnel, en règle générale. Mmh. Et donc, il y a l'insensible, celui qui est sans émotion et froid, tu sais, il va traiter l'information, mais de façon totalement détachée. Il y a aussi le responsable. L'adulte responsable, c'est le côté positif. Ça, c'est la position que nous, on essaye d'avoir en tant qu'accompagnant ou que les thérapeutes essayent d'avoir. En tout cas, un bon thérapeute va avoir cette position d'adulte. Si tu Tout vois à un fait. thérapeute en position de parent, etc., évite peut-être. Mais du coup, il est responsable et lui, il a un comportement beaucoup plus rationnel, logique. Tu sais, qui va prendre le temps de processer les informations, qui va poser des questions, qui va Mmh. essayer de mettre son émotionnel pas totalement de côté, mais tu sais, qui va pas laisser son émotionnel prendre le dessus. C'est ce qui va lui permettre justement de garder, tout son esprit et pouvoir t'écouter jusqu'au bout et pouvoir t'accompagner. Parce Tout à qu'il faut fait. savoir que l'émotionnel, ça coupe le cerveau. C'est un peu comme un switch on-off. Dès que tu passes dans Mmh. l'émotionnel, ton cerveau, tu le pousses en off. Et du coup, voilà, ça, c'est vraiment la posture à adopter. Et il faut savoir que, ben, je vais te donner des exemples. Si toi qui nous écoutes, ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation où tu as quelqu'un qui vient et qui commence à t'expliquer par A plus B que ce que tu as fait, c'était pas bien et qu'il faut faire comme ça, et que toi, tu as réagi en disant: «Ah bon, bah d'accord, ben je vais faire ça». Bah là, on avait un parent, d'accord? Un parent certainement, persécuteur parce qu'il est en train de te Mmh. critiquer, parent négatif, normatif négatif, pardon, et toi, tu as agi comment? En négatif soumis. Alors ça dépend. Si tu considères que les règles sont justes, bah, peut-être que tu es parti en adapté positif. Si tu considères que les règles n'étaient pas justes et que c'était injuste, tu étais en négatif soumis. Donc là, en fait, tu vois, il y a eu une transaction qui s'est faite entre parents et enfants. C'est ça. Et le meilleur en réalité, tu sais, quand tu es face à quelqu'un qui peut être envahissant, qui va réagir en tant que persécuteur, bah, le mieux c'est de se mettre en adulte. OK, quand tu me dis que c'est nul, tu veux dire quoi par là? D'accord. Comment il faudrait que je fasse alors? OK. Mmh. Et tu sais, de façon totalement détachée, tu es pas dans la réaction. Ce qui fait que tu vas pousser la personne qui s'est mis en parent à se mettre en adulte. Tu vas la pousser parce qu'elle va se rendre Complètement. compte qu'elle est pas face à un enfant. En fait, tant que la personne en face continue d'agir comme un parent, persécuteur ou un sauveur ou peu importe, c'est parce que toi, tu es tombé dans son opposé en termes de d'état du moi. Ouais, exact. C'est comme et essaye de voir ça comme, tu sais, 2 personnes qui communiquent, qui portent en elles les 3 états du moi et qu'en fonction de du costume qui va être porté par l'un, l'autre va prendre le costume qui va y répondre. Mmh. Fait que c'est exactement ce que tu expliques là, Samir, du coup, avec cet exemple-là et que nous, ce qu'on t'invite à faire, en fait, à travers ce podcast, cet échange-là, c'est que tu puisses t'observer au quotidien et prendre conscience que tu peux choisir de ne pas porter le costume que l'autre te pousse à prendre Mmh. parce que il vient d'enfiler son costume d'enfant soumis et que du coup, il est en train de te remettre les clés du truc en disant: «Bah, tiens, prends la responsabilité, c'est toi qui t'en occupes parce que moi, je veux pas le faire».
mais tu peux aussi refuser de porter ce costume-là. Comme tu peux aussi refuser de te mettre en enfant rebelle parce que tu as quelqu'un qui te donne un avis qui te convient pas et te dire: «Bah, OK, en fait, je comprends ce que tu veux me dire, je comprends ce que tu veux me faire passer comme message. Merci pour ton avis que j'ai pas demandé». Mmh. Mais voilà, de pas rester dans la réaction pure et d'entraîner en fait et on en parlait de toute façon tout à l'heure dans le coaching qu'on faisait, que d'entraîner notre cerveau à entretenir d'autres réactions Mmh. et avoir d'autres stratégies de réaction qui sont plus adaptées. Et on évoquait encore une fois le fait de te mettre en adulte, c'est ce qu'on va chercher le plus. C'est ce qui va être le plus adéquat, le plus juste, le plus stable et le plus, appréciable en termes d'expérience. Mais on fait attention à pas tomber dans le côté technocrate où c'est: «Je m'en fous de ce que tu me dis, je m'en fous de tes émotions, 1 + 1 = 2, puis c'est tout, tu t'en tiens à ça là». Ouais. Devenir un adulte équilibré, c'est pas être attaché tellement aux règles et aux concepts que, du coup, il y a plus de place pour rien d'autre. On laisse de la place aux éléments, on laisse des émotions transparaître, on laisse se connecter et du coup, la communication non violente peut aider énormément aussi Ouais. dans ce cadre-là, Mmh. à être, en adulte responsable et ouvert, suffisamment à l'écoute et connecté, mais en même temps détaché pour ne pas partir dans les tours et puis se laisser embarquer par le truc. Mmh. Bah, de toute façon, quand tu es en adulte, tu prends de la hauteur. C'est la seule chose qui peut arriver, c'est que tu vas prendre de la hauteur et la personne qui est en face de toi, en fait, elle est obligée de se mettre à ton niveau pour continuer la discussion. C'est un peu comme quand on parlait du triangle de Karpman où, Mmh. ben, la meilleure manière de pas tomber dans le triangle de Karpman, c'est de pas y rentrer. Quand tu es un adulte, tu rentres pas dans le triangle de Karpman. Tout à fait. Bah, c'est la seule posture, bah, sauf si tu passes en technocrate, mais c'est la seule Ouais, posture effectivement, exact. où, tu es en dehors du triangle et du coup tu rentres pas dans le jeu. Parce que Mmh. c'est des jeux psychologiques, mais c'est un jeu qui peut pas jouer tout seul. Fait que si tu laisses la personne rentrer toute seule dans le triangle, mais que tu ne réponds pas, que tu vois un enfant en face de toi et que tu te mets pas en parent, que tu vois un parent en face de toi et du coup que tu te mets pas en enfant, le processus s'arrête automatiquement. Le Mmh. jeu s'arrête. La personne pourrait éventuellement insister parce que ce qu'a évoqué tout à l'heure au tout début Samir, ça tient compte. Tu viens d'enfiler un costume, tu t'attends à ce que l'autre reconnaisse le costume que tu es en train de porter. Fait que par son attitude, la personne te pousse à en avoir une. Et si tu réponds à l'attitude, ça veut dire que tu donnes un signe de reconnaissance et de validation au costume que la personne est en train de porter. Mmh. Mais tu peux aussi dire: «Moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Tu es un enfant, d'accord. Tu me tapes une crise maintenant tout de suite, d'accord. Mais c'est pas pour autant que je vais venir me mettre en parent normatif pour te gérer, te cadrer, te dire ce que tu es censé faire et pas faire. Et je vais pas non plus prendre la posture de parent nourricier pour venir te sauver, prendre soin de toi et puis, dire: «Non mais t'inquiète pas, rassure-toi, t'énerve pas, tout va bien aller». On va Mmh. par contre t'inviter à poser les bonnes questions, à recadrer différemment. Et c'est important de s'observer dans cette dynamique-là, parce qu'on a tous tendance à venir se réfugier dans une partie des états du monde, plus qu'une autre. Sinon, à la fin de ce podcast, je vais partager avec, toi qui nous écoutes, une petite métaphore. Alors, j'avais fait une petite formation, c'est sur, l'analyse transactionnelle et à un moment, justement, la personne qui donnait la formation a, partagé une métaphore, qui était Mmh. très parlante, je trouve et ça m'a Ouais. inspiré du coup d'en faire une autre, c'est d'en faire une nouvelle pour essayer justement de te montrer quels sont les états du moi et de te montrer à quel point on peut voyager dans la même journée, dans une Mmh. seule heure, au travers des 3 états. Clairement. Mais avant peut-être Julien, juste un petit jeu comme ça. Imaginons que moi je vais faire le parent, tu sais persécuteur si tu veux et puis toi tu Mmh. peux faire l'adulte peut-être au moins pour que on se retrouve Je ou peux pas faire l'enfant mon rebelle? d'abord, hein? Je peux pas faire mon rebelle? Tu peux faire le rebelle. Je pense qu'on va faire les 2. Tu peux faire l'enfant d'abord et puis après l'adulte justement pour D'accord, montrer comment on peut faire pour se comporter, comment on peut réagir. Donc voilà, je vais faire mon persécuteur, ça me va tellement bien ce personnage. tellement, 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 tu pas idée. OK.
Julien, la dernière fois quand tu as nettoyé ta chambre, tu as fait que de la merde. C'est n'importe quoi. Mais mais c'est pas vrai, j'ai rangé ma chambre, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Il y a même pas de mais, c'est un carnage. C'est pas vrai, moi j'ai fait attention. Pourquoi tu pourquoi tu me grondes comme ça? C'est pas gentil. Donc voilà, ça c'est une réaction, une réaction d'enfant soumis. Exact. Et le rebelle, il réagirait comment face à ça? Bah, de toute façon, il y a jamais rien qui te plaît, moi j'ai fait ce que je pouvais, donc si ça te plaît pas, va te faire voir. Bah, totalement. Bah, merci Julien, tu me parles comme ça maintenant? Bah, si tu pas content, tu le feras toi-même la prochaine fois. Parfait. Et maintenant, si on devait faire, l'adulte responsable, justement la posture qu'on doit aller chercher? Bah, écoute Samir, j'entends ce que tu me dis. Je Mmh. suis surpris parce que, bah, j'ai fait ce qui avait été demandé, mais visiblement, soit il me manquait des informations, soit t'as pas été assez clair sur ce que tu attendais exactement. Fait que ce qui serait bien là tout de suite, c'est que tu me dises qu'est-ce que tu attends objectivement pour que je puisse répondre à ça et que le problème ne se reproduise pas la prochaine fois? Bon, d'accord, je vais te dire: «Bah, tu vois, ça, il faut le ranger là et puis ça, il faut le ranger là». Bah, c'est un petit Bon, jeu, tu sais? Je t'ai en pris un vrai, tu vas peu, m'envoyer chier, hein, si je te dis ça, bah, comme tu es pris dans ta posture, à mon avis, ça va péter. Mais c'est pas grave, parce que si moi je garde ma posture d'adulte en disant: «Je te comprends, ça va j'entends bien changer. ce que tu me dis», à ce moment-là, si nous on garde notre posture, parce que du fait que tu ne donnes pas le niveau de réponse qui est attendu par la personne, C'est ça. tu déstabilises la personne. Donc elle va aller se réfugier dans une autre posture, soit en victime, soit encore plus en persécuteur, soit en rébellion, soit en ce que tu veux. Fait que, de toute façon, elle va aller se réfugier dans autre chose et c'est à force de tester différentes postures qui ne donneront rien dans la conversation, que la personne va pouvoir revenir et qu'on va pouvoir échanger d'adulte à adulte. Totalement. Mais par contre, c'est que si toi, tu te mets à t'énerver et puis, que tu montes dans les tours et puis que je vois que tu es en train de rentrer dans alors tu sais, je vais mettre un mot qui est fort là, mais une espèce de détresse émotionnelle à ce moment-là par rapport à la situation, faut que je fasse attention moi à pas du coup passer en parent nourricier pour dire: «Mais Samir, calme-toi, ça va aller, on va trouver une solution, ça s tu sais, regarde, je vais le faire, je vais m'en occuper, je vais t'aider, dis-moi, je peux t'aider sur quelque chose, je vais le faire à ta place» et cetera. C'est pas le but. On veut qu'il y ait une conversation et une connexion qui soit la plus juste et la plus équilibrée possible entre les personnes. Mmh. Ouais, totalement. Et justement, ces 3 états du moi, c'est pas qu'avec les autres, hein. Ça peut être aussi avec Mmh. nous-mêmes. Tu sais, quand tu fais quelque chose et que tu commences à te blâmer, «Je suis con, j'aurais pas dû faire ça, je suis un idiot». Tu es dans la posture de parent persécuteur vis-à-vis de toi-même, Oui, en plus, en plus. complètement. Tu portes ce rôle-là aussi envers toi-même, complètement. Mmh, totalement. Bah, je vais peut-être raconter cette petite histoire justement Mais que oui, que avec que que plaisir. j'ai mis en place et tu vas voir justement, tu vas te projeter au travers de cette histoire sur ce voyage qu'on fait au quotidien au travers des 3 états du moi. Alors je te demande de te poser tranquillement, tu sais, confortablement et puis d'imaginer. Tu imagines. Imagine que tu marches dans la rue et que pendant que tu marches, tu es en train de réfléchir à tout ce que tu vas faire durant la journée. À ce devoir peut-être que tu vas, faire ce soir, à la cuisine que tu vas, préparer pour le lendemain et à ce moment-là, tu es dans ton adulte. Tu es dans le rationnel. Puis, un peu plus tard, tu passes devant une terrasse, la terrasse d'un Starbucks et tu décides de t'asseoir et prendre un café. Tu viens, tu es assis, tu sirotes ton café, tu prends le temps de ressentir le vent caresser ton visage, d'écouter les bruits autour de toi. Là, tu es dans ton enfant. Là, tu finis ton café et d'un coup, il te vient l'idée de t'amuser avec ton gobelet. Tu t'amuses, tu commences à le faire tourner sur lui-même et tu sais, ça te fait du bien, t'amuser comme ça avec ton gobelet. Là, tu es dans ton enfant libre. Puis, il y a quelques minutes qui s'écoulent et il y a un serveur qui te voit en train de jouer avec ton gobelet, qui arrive et qui pense, en tout cas, il te dit,
que ça fait trop longtemps que tu es assis là et que tu devrais libérer la place. Ce à quoi toi tu réponds, bah non, j'ai totalement le droit de rester ici, j'ai payé ma place. Là, tu es dans ton enfant rebelle. Puis d'un coup, tu entends le cri d'une femme et tu prends peur, tu es étonné, tu sursautes. Et à ce moment-là, tu te sens submergé par les émotions d'un coup. Tu rebascules dans ton enfant libre, ton enfant spontané. Et tu commences à chercher autour de toi d'où vient le cri, et tu te rends compte qu'il y a un homme qui est en train de courir dans la direction opposée. L'homme, il est mal rasé, il porte une casquette, et tu penses que c'est l'agresseur ou le voleur de la femme. T'es dans le jugement. Là, t'es dans le parent critique négatif. Tu suis cet homme, et il y a des gens qui l'attrapent, et qui commencent à le passer à tabac. Tu cours, tu commences à essayer de séparer les gens, tu leur demandes d'arrêter. Et tu leur dis que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Qu'il faut juste l'immobiliser et appeler la police. C'est elle qui va faire son travail. Là, tu es dans ton parent critique positif. Puis là, il y a le monsieur qui commence à s'exprimer, parce qu'on l'a pas laissé s'exprimer, et qui dit qu'en fait, c'est le mari de cette femme, et qui courait pour aller chercher des secours. Et tu commences à ressentir de la gêne, de la compassion, un peu de honte vis-à-vis de toi, parce que tu l'as jugé de façon négative. Et tu commences à l'aider, tu commences à lui donner du temps, de l'écoute, tu le consoles. Là, tu es dans ton parent nourricier. Et puis à ce moment-là, il y a la police qui arrive, qui sépare en tout cas la foule et qui dit à tout le monde qu'il faut circuler, qu'ils vont s'occuper de tout ça. Tu les écoutes. Là, tu bascules dans ton enfant adapté positif. Parce que l'ordre, elle est appropriée. T'es fatigué, tu te dis qu'il faut rentrer à la maison. Arrivé à la maison, tu te poses devant une série, devant un jeu, parce que tu as juste envie de lâcher la pression de tout ce qui s'est passé durant cette journée. Là, tu es dans ton parent nourricier envers toi-même. Donc voilà, c'est une petite histoire que je voulais te raconter pour te faire voyager au travers de ces états du moi. Parce que ces états du moi, Mmh. c'est pas que vis-à-vis des autres, c'est aussi parfois envers toi-même. Tout à Et c'est fait. important de les identifier, ces états, de savoir dans quel état je suis à ce moment-là. Est-ce qu'il est Samir, dans quelle approprié? étagère? Donc- Oh Julien, waouh, Il fallait la placer Samir, il fallait la placer. bravo Julien, Petite bravo, rupture de pattern en direct. merci. Bah, tu l'as eu en plus, hein. Là, j'ai eu une rupture de passe. Oui, Qu'est-ce vous qu'il vous avez raconte? pas vu sa tête, hein, sur la vidéo, parce qu'il y a pas de vidéo, c'est que de l'audio. Mais je peux vous dire que la rupture de pattern, elle y était bien comme il faut, hein. Bravo Julien, tu m'as eu, tu m'as eu. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, il faut apprendre avant tout à identifier ces états du moi et à, à identifier est-ce que c'est le bon état du moi face à la situation dans laquelle je suis. Tu sais, si Oui, c'est le bon état, c'est OK. Tu sais, as le droit de t'amuser, tu as le droit d'être un enfant libre. Il n'y a pas de tout à problème fait, avec ouais. ça. Tu as le droit d'être un enfant adapté positif. Tu sais, si tu es Tu as dans... le droit d'aller courir tout nu dans le supermarché. Ne faites pas ça quand même. Vous allez Non, non, finir non, en non. prison. Enfin, pas en prison, mais au poste de police au moins. Minimum, avec un casier en plus. Donc, non, on ne fait pas ça. Mais, oui, effectivement, Samir, de bien choisir le bon état du moi dans les bonnes circonstances. C'est ça. Et puis du coup, bah, d'adapter le. Aujourd'hui, je pars en cacahuète. De sélectionner le bon état du moi par rapport à la situation. Si tu es face à quelqu'un qui, tu sais, qui est en parent persécuteur, bah voilà, écoute, tu te mets en adulte, tu restes, voilà, détaché de tes émotions, tu poses des questions, tu responsabilises l'autre, tu l'amènes dans cette posture-là. Si tu es un parent face à un enfant, par exemple, tu vas pas te mettre en adulte, dans Mmh. la majeure partie des cas. Tu vas soit te mettre en parent protecteur positif, dans le sens où, effectivement, tu vas fixer des règles qui sont justes. Tu vas pas laisser ton enfant mettre sa main dans le feu. Tu vas pas laisser ton enfant frapper l'enfant de la voisine. C'est tout à fait normal de placer, tu sais, de placer des règles. Ou l'autre, ça va être de les responsabiliser, c'est en les amenant à un bon comportement, dans le sens où tu vas être un parent nourricier positif, permissif, où là, bah, tu vas expliquer à l'enfant que ce qu'il fait, c'est pas bien et quel genre de comportement il pourrait adopter. Ouais. Et
Tu vois, j'ai même envie d'apporter une petite nuance par rapport à ça. Mmh. C'est qu'on on répète souvent qu'il faut éviter de se mettre en résistance Ouais, et qu'il faut aller avec le flow et on en fera un podcast sur le sujet de toute façon. Mais même là, imagine demain tu as un parent normatif en face de toi qui te donne des règles, qui est ouais, exigeant. Il a son besoin de reconnaissance de cette posture-là. exact. Fait que toi, en conscience, prends ta posture pas d'enfant rebelle, mais prends ta posture d'enfant soumis adapté et ensuite bascule en adulte. Exactement. Et là, ça va être beaucoup plus souple et ça ira beaucoup plus vite. Comme un enfant que tu aurais envie de responsabiliser sur des choses, respecte sa posture d'enfant d'abord, devient le parent qu'il a besoin et ensuite bascule en adulte Exactement. pour expliquer les choses et donner les instructions et responsabiliser ton enfant. Et ça évite en fait de déclencher des conflits inutiles. Juste de mettre juste un pied dans le triangle pour dire je prends la posture que tu me demandes, je change mon état du moi pour répondre à celui que tu me donnes. Par contre, une fois que je t'ai donné cette réponse-là, donc je t'ai donné ton stroke, ta reconnaissance, on va remonter ou descendre tous les deux au niveau de l'adulte. Ouais. Parce que si on rentre en adulte directement, c'est pour ça tout à l'heure quand on faisait le petit jeu à deux, je te disais, mais, ouais, mais moi si je te réponds ça, ça va exploser, là. Parce que justement, il faut d'abord aller avec le mouvement et ensuite seulement, une fois que tu as t'as les signes de reconnaissance qui montrent à l'autre que c'est bon, l'autre a compris que j'étais en posture normative, que c'était moi qui donnais les règles, l'autre m'écoute, donc la pression redescend et je peux à ce moment-là remonter en adulte. Mmh. C'est un petit peu la stratégie de, quand, tu as des gens autour de toi, même des gens qui te sont proches, qui te font du chantage affectif parce que tu essaies de dire non à quelque chose et qu'eux insistent Ouais. et qui commencent à te dire: «Ouais, mais, tu pas sympa, on peut pas compter sur toi, tu pas une bonne personne, tu égoïste», enfin tout ce que tu veux Mmh. et que la stratégie, c'est certainement pas de répondre à ça ou d'argumenter à ça. La meilleure des stratégies, c'est de dire: «Oui, c'est vrai, tu as raison. Je suis un vrai salopard aujourd'hui. D'habitude, je te dis oui. Aujourd'hui, je te dis non. Je suis un vrai salopard. Tu as raison». Et parce qu'on va dans le sens de la personne, ça désamorce complètement le truc. Ouais. Parce que la personne, elle a plus de quoi répondre. Mmh. Tu es en train de lui dire que elle a raison de te dire que tu pas une bonne personne. Mmh. Au La contraire, elle va conversation s'arrête basculer dans là. l'autre sens en disant: «Non, en fait, c'est pas Oui, c'est pas c'est pas tout à fait ça», exactement, mmh. exactement. Fait que même dans ce cadre-là, moi, j'irais plus sur je m'adapte un tout petit peu pour donner le stroke de validation et une fois qu'il est donné, tac, je repasse en adulte et dans ce cas-là, la conversation, elle peut se rééquilibrer. Mmh. Faut si je devais faire une métaphore, c'est que tout ça, c'est comme un ballet. C'est un ballet. Tu es en train de danser avec quelqu'un et à certains moments, tu vas la suivre dans sa lancée. Tu dois t'adapter justement à son mouvement. Mais à d'autres Mmh. moments, c'est toi qui vas mener le mouvement. Si tu es en résistance, la chorégraphie, elle va être nulle. Ça va pas marcher. Vous allez vous marcher dessus, vous allez tomber par terre, ça va pas le faire. Tout à fait. Par contre, le tout, c'est je vais dans le mouvement, il y a un mouvement, je le suis et puis au bon moment, quand il faut, je rattrape le mouvement et c'est la personne qui va te suivre dans ton mouvement. Exact. Ce que vous voyez pas, c'est que Julien faisait une petite grimace quand j'ai parlé de ballet. Oui, Il je me savait demandais pas où où j'allais où est-ce que partir. tu allais le mettre? Je me demandais où il allait finir ce ballet, mais Bon, c'est ça bon, va, je j'ai fait l'ai. une Vandame ou ça passe? Ça passe, ça passe. Donc c'est ça, c'est ce qu'on voulait te partager aujourd'hui sur ces 3 états du moi, comprendre qu'ils font partie de tous et toutes, qu'on navigue comme dans l'histoire de Samir, on passe par tous les états en fonction de la journée, en fonction de ce qui se passe, en fonction de ce qu'on vit, mais de garder en tête aussi qu'on a la liberté de choisir l'état du moi qu'on va intégrer, qu'on va incarner à un moment donné et qu'on peut consciemment répondre favorablement à l'autre dans les postures avec lesquelles il joue, mais qu'après ça nous appartient de recadrer ça et de retourner vers l'adulte équilibré, l'adulte positif, où on prend en compte le caractère logique, le caractère vraiment terre à terre, posé, concret des choses, avec une présence de l'émotionnel,
et à partir de là, on peut entretenir des transactions, interpersonnelles qui sont beaucoup plus enrichissantes et beaucoup plus utiles pour tout le monde. exactement. Peut-être avant de terminer, parce qu'on parlait tout à l'heure de signes de reconnaissance, qu'est-ce qu'un signe de reconnaissance positif? Un signe de reconnaissance positif, c'est pas juste de dire à ton enfant: «C'est bien ce que tu as fait» ou à ton employé: «Ah bravo, c'est cool». C'est d'apporter un maximum de détails. Si tu es face à ton employé, si tu es face à ton enfant, si tu es face à quelqu'un que tu vas accompagner, juste de lui dire: «Waouh, bravo, je suis fier de toi». C'est pas suffisant, c'est pas un signe de reconnaissance, c'est pas un vrai signe de reconnaissance. Un vrai signe de reconnaissance, ce serait de d'apporter du détail. «J'ai vraiment Mmh. apprécié quand tu as fait ça parce que tu as été hyper innovant. Je suis vraiment fier de toi parce que à ce moment-là, tu as pris cette décision». Et vraiment d'apporter un maximum d'informations. Au plus tu vas détailler ton signe de reconnaissance, au plus la personne va se sentir bien et va avoir justement le stroke nécessaire, le stroke positif en tout cas. Tout à fait. Bah, après, si on veut aller plus loin, en fait, dans les strokes et dans les signes de reconnaissance, on a après donc on a positif et négatif et on a signe de reconnaissance conditionnel et inconditionnel. Mmh. Là, ce que tu donnais comme exemple, c'est des signes de reconnaissance conditionnels. C'est: «Tu as fait ça, donc je reconnais telle chose». Mmh. Donc c'est un signe de reconnaissance qui est positif, qui est porteur, qui permet de d'associer un comportement qui est jugé comme adapté ou valide pour que la personne puisse comprendre que: «Ah OK, ça c'est bienvenu, ça c'est une bonne chose». Tu as le signe de reconnaissance négatif conditionnel qui celui-ci est important parce Ouais. que, bah, c'est aussi de dire: «Regarde, là tu t'es trompé, heu, tu as mal fait la chose, mais c'est pas toi en tant qu'individu qui est une erreur, c'est ce que tu as commis qui n'est pas juste». Mmh. Donc c'est le signe de reconnaissance, il peut vraiment être positif comme négatif et le côté conditionnel permet d'avoir un impact positif même si le signe de reconnaissance est négatif, l'impact peut être positif s'il est bien positionné et qu'il est pas confondu avec l'identité de la personne Mmh. et qu'on aide la Exact. personne à pas aussi le prendre dans son identité. Bah, ouais. Bah, d'ailleurs aujourd'hui c'était le thème effectivement, l'identité, Ouais, et c'est vraiment important. Si tu veux accompagner des gens, si tu veux aider les autres, et même si tu veux t'accepter toi-même, de faire preuve tout à justement fait, de signes de reconnaissance inconditionnelle. Et ça exact. aide. Je crois qu'il y avait une étude qui avait montré que les enfants justement qui étaient dans cette, tu sais, qui recevaient des signes de reconnaissance positifs, heu, étaient beaucoup plus épanouis, beaucoup plus accomplis, avaient beaucoup plus confiance en eux et étaient Bah, beaucoup oui. plus capables d'accomplir énormément de choses dans leur vie. C'était des personnes beaucoup plus indépendants. Ouais, tout à fait. Bah, ça permet de bâtir l'estime de soi qui se bâtit durant l'enfance, l'estime de Ouais, soi. Elle elle peut évoluer et progresser avec le temps à l'âge adulte, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est faisable, mais c'est beaucoup plus de travail et du coup, après, bah, c'est ça, tu évoquais les signes de reconnaissance inconditionnels et ceux-là, en fait, ils peuvent être positifs ou négatifs. Dans le côté positif, comme tu dis, ça manque de détails. Fait que, tu sais: «Samir, tu es une personne formidable», puis je m'arrête là. mmh, Bah, c'est cool. Tu sais, tu le prends, puis ça fait du bien, mais tu as pas de notion sur lequel te raccrocher pour en faire une vérité, pour l'intégrer pleinement. Tu sais, c'est comme: «Bah, on me le dit souvent, mais OK, c'est chouette». Par contre, les signes de reconnaissance négative inconditionnelle, ça, par contre, ça peut faire beaucoup de dégâts. ouais, Parce que si je te dis: «Samir, tu es nul» et que je te donne pas de raison, toi, par contre, tu vas en trouver des raisons. Tu vas te ouais, poser des questions et là, tu vas commencer à associer justement ces signes de reconnaissance négative. Tu vas te les approprier, puis tu vas les mettre dans ton identité. Fait on privilégie, comme tu dis, les signes de reconnaissance conditionnels, autant que possible pour donner du détail, pour expliquer pourquoi on reconnaît ça chez l'autre, pourquoi on valide ça. On donne aussi des signes de reconnaissance inconditionnels qui sont: «Salut, ça va bien, je t'aime beaucoup, je t'apprécie vraiment, j'adore passer du temps avec toi», sans nécessairement donner de raison spécifique. Ça n'en fait pas moins une un bon stroke, un stroke positif qui nous fait du bien, mais qu'il faut savoir faire la distinction entre les 2. Un mmh, un manager qui va dire à ses collaborateurs ou une manageuse qui dit à ses collaborateurs, collaboratrices: «Vous êtes super», bah, c'est cool. mmh, Mais le jour où tu leur dis: «Putain, vous êtes vraiment nuls là», bah,
C'est quoi mes points de référence? Qu'est-ce que j'en fais? Mmh, Alors que si tu viens dire: «Vous êtes super parce que vous avez géré ce dossier-là, franchement parfait, ça s'est super bien passé, vous avez géré les difficultés qui s'étaient présentées et tout. Bravo, vous avez fait du super boulot pour telle, 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 telle raison». Bah, là, ça se transforme en signe de reconnaissance positive conditionnelle et que le jour où, bah, tu es un peu fatigué, puis tu dis un truc de travers et qu'en fait tu donnes un signe de reconnaissance négatif inconditionnel, bah, en fait la personne va pas le vivre de la même façon. Ça va être plus facile aussi pour l'autre de se dire: «OK, elle a dit ça, mais il y a peut-être un truc qui va pas, j'ai pas d'infos, je vais prendre plus de recul». Donc c'est vraiment important de faire le tri dans tout ça, ouais, maximiser les signes de reconnaissance positifs, minimiser les signes de reconnaissance négatifs inconditionnels et puis, justifier, les signes de reconnaissance négatifs avec de la clarté là, puis ça va bien ouais, marcher. exactement. Donc, bah, écoute, voilà, j'espère que tu as apprécié ce podcast. On a essayé de vulgariser au maximum. Alors, l'analyse transactionnelle, c'est un sujet, très profond. On ne peut pas l'expliquer Ouais, en un podcast. Il faudrait une formation complète, pour ça. Et j'espère en tout cas que ce court podcast a été suffisamment clair pour que tu puisses comprendre ce que sont les 3 postures du moi. Peut-être avant de terminer le podcast, je récapitule par rapport aux solutions qu'on apporte. La première, c'est d'apprendre à identifier les états du moi dans lesquels tu es. Et la seconde, c'est d'essayer au maximum d'être dans la posture d'adulte positif, mais en sachant que parfois aussi tu peux arriver à jongler entre les postures. Et c'est pas grave si tu te trompes. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui vient, qui qui en parent critique négatif et que toi mmh, tu réagis en enfant, bah, tu peux toujours recadrer. C'est pas tu sais, c'est pas grave. Tu peux réagir au départ et puis après tu dis: «Ah, tu vois là, je suis dans l'enfant, je suis dans la réaction, je vais me mettre en adulte» et puis là, tu te remets en adulte. Donc exact, c'est un jeu, ça va te demander de l'expérience, ça va te demander de t'exercer au maximum, mais au fur et à mesure du temps, ça va venir. Plus un, c'est un pas à la fois et ça va aller. exactement. Super. Et ben écoute, toi qui nous écoutes, on espère qu'on t'aura inspiré avec ce podcast, que c'est pas trop le fouillis dans ta tête avec toutes ces informations qu'on Ah, vient de te délivrer. je pense qu'on a certains étudiants là qui doivent bugger, elle se On a encore faire reconnaîtra. exploser des neurones, imploser même à ce niveau-là. Donc, en tout cas, c'est ça. On espère, t'avoir inspiré, t'avoir donné des pistes sur, comment te positionner, comment réagir, comment peut-être modifier tes transactions interpersonnelles. On t'invite à t'abonner, liker, commenter, partager, la sage parole autour de toi et puis, on te retrouve très vite dans un prochain épisode. Totalement et je t'inviterai au maximum à croire en ton potentiel. Exact, n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites et on te dit à la À la prochaine. prochaine.